Bonjour encore dans ce nouveau numéro. J'ai entendu aujourd'hui répondre à certaines préoccupations des amis et frères qui m'ont fait des remarques où je dirais carrément contredit en me disant que j'avais tort lorsque j'avais dit que le président de la République n'était pas responsable de la gestion quotidienne de la République. Ils m'ont dit, mais c'est le président lui-même qui nomme toutes ces personnes, il nomme qui il veut, il fait ce qu'il veut, on ne peut pas dire que ce n'est pas lui, on ne peut pas le tenir pour responsable de la gestion de l'État. Parce que pour moi, j'avais dit que c'est le Premier ministre et son gouvernement qui gèrent la politique nationale au quotidien. Ce n'est pas la tâche du président de la République. Il ne lui appartient pas de construire les hôpitaux, de construire les routes, de construire les écoles et ainsi de suite, ou de donner du travail à la population. Ce n'est pas ça la tâche du président de la République dans cette constitution. Et que si nous voulons que cela devienne sa responsabilité, dans ce cas, vous comprenez que le changement de la constitution s'impose. Donc on m'a dit que non, le président de la République était plutôt responsable parce que toutes ces personnes, c'est lui qui les nomme. C'est lui qui nomme le Premier ministre et il nomme le Premier ministre comme il l'entend. C'est pour cela que j'ai entendu aujourd'hui un peu parcourir avec vous quelques dispositions de la Constitution pour voir ce que réellement la Constitution dit. En attendant, vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, lorsque le président de la République avait nommé les membres de la Cour constitutionnelle, et si l'opposition a crié à la violation de la Constitution, parce que ceux qui s'opposent aujourd'hui au changement de la Constitution nous disent que comment est-ce qu'on va changer la Constitution et dire que la Constitution n'a pas évolué alors que soi-même on l'a violée à plusieurs reprises. Et parmi les reproches qui étaient faits au chef de l'État, s'agissant de la violation de la Constitution, se trouvait exactement, effectivement, la question de la nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Lorsque le président avait nommé les membres de la Cour constitutionnelle, l'opposition politique qui aujourd'hui dit que c'est le président qui est responsable était montée au créneau pour dire que le président avait violé la Constitution. Voyons un peu maintenant ce que dit cette Constitution. Je suis à l'article d'abord 78 s'agissant de la nomination du Premier ministre, l'article 78 de notre Constitution. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. J'aimerais faire un petit commentaire de cette disposition. Cette disposition est pratiquement ressemble à la disposition correspondante de la Constitution française. Mais seulement, en France, elle n'est pas interprétée, je crois que vous avez eu l'occasion de le voir, elle n'est pas interprétée comme disant que le Premier ministre est issu de la majorité, qu'est-ce que je dirais, la majorité absolue. Et même quand nous lisons ici, on n'a pas parlé de la majorité absolue. On n'a pas dit que le Premier ministre est issu de la majorité absolue. Et effectivement, en France, on ne considère pas que forcément le Premier ministre doit être issu de la majorité absolue. C'est pour cela que vous avez suivi lorsqu'il y a eu, n'est-ce pas, dissolution de l'Assemblée nationale en France. On n'a pas, le président Macron n'a pas cherché à nommer un Premier ministre au sein de la majorité absolue. Il n'a pas cherché la majorité absolue. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Pourquoi chez nous? Lorsque vous lisez la linéa 2 de l'article 78 ici,
il est dit que si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Donc, si il n'y a pas la majorité voulue à l'alinéa premier, le président de la République nomme un informateur pour identifier la coalition. Alors, comment est-ce qu'on peut ne pas avoir la majorité parlementaire? Et c'est là la différence entre chez nous et en France. En France, le président Macron était tenu de nommer le premier ministre, n'est-ce pas, au sein de la force politique arrivée en tête des élections législatives. Ce qu'il n'a du reste pas fait, parce que vous savez qu'il a refusé de nommer celui qui était ou celle qui était proposée par la majorité parlementaire. Il a nommé quelqu'un d'autre de son choix. Et en cela, il avait violé effectivement la Constitution et il était visé par une procédure d'échéance. Mais chez nous ici, la Constitution se veut plus précise qu'en France en disant que s'il n'y a pas cette majorité, on doit nommer, le président de la République doit nommer un informateur. Donc, c'est ce qui nous fait dire, et c'est la pratique chez nous, que le Premier ministre n'est nommé qu'au sein de la majorité absolue. La majorité absolue, c'est 50% plus 1. Donc, il faut que ce soit la force politique, parti politique ou regroupement politique arrivé en tête des élections parlementaires. Donc, vous comprenez que nous sommes là dans ce que nous appelons le pouvoir lié ou la compétence liée du président de la République. Le président de la République ne nomme pas le premier ministre selon ses propres caprices. Il est obligé de respecter la volonté populaire quant aux élections législatives. Alors, quelles sont les possibilités qui se présentent lorsque nous sommes dans ces conditions? C'est que, comme nous étions par exemple en 2018, on a eu un président de la République venu de l'opposition et une majorité parlementaire qui était des FCC. Encore que les FCC n'étaient pas une force politique qui avait présenté les députés. Les députés qui étaient élus ne l'étaient pas sur la liste des FCC parce que FCC n'ayant pas, n'est-ce pas, compétit aux élections en ce temps-là. N'empêche qu'on avait quand même considéré qu'ils avaient la majorité parlementaire. Mais vous comprenez que dans l'hypothèse de notre pays, c'est difficile d'avoir la majorité absolue parce que nous avons l'émiettement des partis politiques. Plus de 900 partis politiques aujourd'hui devant se partager les suffrages des Congolais. Ce sera difficile que l'un seul puisse avoir la majorité absolue. Donc, il faudra qu'il y ait absolument des coalitions. Mais lorsque le président Félix arrive au pouvoir, en ce temps-là, il y avait une coalition qui était presque faite. C'était les FCC. Les FCC avaient la majorité absolue. Le premier ministre devait absolument venir des FCC. Alors, qu'est-ce qui se serait passé en ce temps-là? C'est que le président de la République n'allait pas être le chef de la majorité parlementaire. La majorité parlementaire devait être celle des FCC. Lui devait être dans la minorité parlementaire. Il devait être dans l'opposition parlementaire. Donc c'est ainsi que je conteste à tous ceux qui disent qu'il s'agit d'une majorité présidentielle.
la majorité parlementaire n'est pas forcément présidentielle. Elle est fonction des forces en présence au sein du Parlement. Alors, cela étant, le président de la République qui nomme le Premier ministre en dehors de sa propre force, comment est-ce qu'il peut être responsable des actes commis par ce Premier ministre? C'est un problème. Allons maintenant beaucoup plus en avant pour voir qui est le responsable, n'est-ce pas, de la politique nationale. Je suis à l'article 91 de la Constitution. Cet article dit ceci. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Si vous avez bien lu ou bien compris, vous allez vous rendre compte de ce que ici, le verbe est conjugué et les sujets et les verbes et les sujets sont à la troisième personne du singulier. C'est le gouvernement qui définit. On ne dit pas que le gouvernement et le président définissent. On ne dit pas que le gouvernement et le président assument la responsabilité. On dit que c'est le gouvernement qui définit, mais seulement il doit le faire en concertation avec le président de la République. Prenons notre hypothèse d'un président de la République qui n'a pas la majorité parlementaire. Et c'est le gouvernement qui doit définir la politique nationale. Il doit le faire en concertation avec le président de la République. Le président de la République est élu sur base d'un programme qu'il présente au peuple congolais, des promesses électorales du chef de l'État. Ces promesses-là, normalement, pour qu'elles soient exécutées, elles doivent être, n'est-ce pas, transformées en programme du gouvernement. Mais qui définit ce programme? C'est le gouvernement. On dit qu'il doit le faire avec le chef de l'État. Le drame chez nous, vous savez, c'est quoi? C'est que nous avons des partis politiques qui n'ont pas ou ne fonctionnent pas à base d'idéologie. Mais je prends toujours l'exemple français. Nous avons suivi l'opposition, la division de la classe politique française sur des questions essentielles de la politique nationale. Par exemple, je prends le cas de l'âge de la retraite. Pour les capitalistes qui sont au pouvoir, il fallait reculer cet âge en passant de 62 ans ou 63 à 65. Alors que pour les autres, il fallait reculer. Alors nous sommes là en présence d'un président de la République qui a une vision des choses, un premier ministre qui en a une autre. On dit que les deux doivent, n'est-ce pas, se concerter. Mais c'est le premier ministre, le gouvernement, qui doit définir la politique nationale. Il doit le faire en concertation avec le chef de l'État. Mais lorsqu'il arrive maintenant que sur une question, le chef de l'État et le premier ministre n'arrivent pas à s'entendre. Je veux mieux dire les choses. Le chef de l'État et le gouvernement n'arrivent pas à se mettre d'accord. Quelle est la politique maintenant qui va s'appliquer? Comprenez que la machine va s'égripper. C'est pour cela que j'ai dit que ce régime qui est mi-parlementaire, mi-présidentiel, c'est un régime qui est susceptible de nous entraîner
dans des crises. Dans une crise, lorsque le chef de l'État n'a pas la majorité parlementaire voulue. Et le chef de l'État n'aura jamais, dans la configuration actuelle, rassurez-vous-en, la majorité absolue. Il devra composer avec les autres. Et lorsqu'on compose, cela sous-entend des concessions. Chez nous, comme tout n'est pas fonction des idées, je vous ai dit, alors tout sera fonction des intérêts. Des intérêts des gens qui veulent composer avec le chef de l'État. Le chef de l'État devra constituer une majorité autour de lui, mais ce sera une majorité des gens qui ont des revendications personnelles. C'est ce que vous comprenez, qu'interviendra les jeux des autorités morales et ainsi de suite. Vous aurez au gouvernement des gens qui dépendent de leur autorité morale, ce qui sera source de confusion et de conflits toujours. Et nous avons vécu déjà le cas. Le chef de l'État a signé des ordonnances qui n'ont pas été exécutées facilement par le gouvernement, par le ministre, parce que c'est lui qui estimait que c'est lui qui avait à assumer la responsabilité. Le chef de l'État est politiquement irresponsable parce que ce n'est pas lui qui gère, c'est le gouvernement qui gère. Donc, me dire que le chef de l'État, que non, c'est lui le chef suprême, c'est lui qui désigne les ministres, c'est lui qui nomme. Mais lorsqu'il nomme le Premier ministre, montrez-moi où est-ce qu'on a dit qu'il peut le démettre. L'article 78, nous avons lu cela. Il dit tout simplement qu'il met fin à ses fonctions sur présentation de la démission. Mais supposez que le Premier ministre ne puisse pas accepter de déposer la démission. À ce moment, vous êtes aussi devant une impasse. Et le chef de l'État ne saura pas, motu proprio, mettre fin aux fonctions du Premier ministre. Donc, ce sera un problème. Donc, vous comprenez combien ce régime nécessite une discipline très aiguë, un sens très aigu des intérêts nationaux. Une culture politique bien avérée. Et s'il peut tenir sous d'autres issues, comme en France, c'est tout simplement parce qu'ils ont une culture politique qui nous fait défaut à nous ici. Chez nous, ce sont les intérêts. Je soutiens quelque chose lorsque mon intérêt est dedans. Mais lorsque je m'aperçois que mon intérêt n'est plus dans la chose, alors tout devient mauvais, c'est ça le problème. Donc tout devient mauvais lorsque je sens que ce n'est pas mon intérêt à moi. Donc vous comprenez que nous sommes dans un régime qui est susceptible de nous exposer à beaucoup de choses. Et lorsque nous parlons des intérêts, c'est les jeux politiques. La Constitution devrait être en mesure de gérer le jeu politique, les jeux politiques. On nous dit non, ce n'est pas une question de la Constitution, c'est une question d'homme. Mais quoi? L'homme partout est un tas d'intérêts. Et la preuve est là, elle est faite en France. Comment est-ce que Macron a refusé de nommer le Premier ministre issu de la majorité parlementaire? Il a tenu compte des intérêts. Mais lorsqu'on a une constitution qui peut encadrer, n'est-ce pas, les intérêts, les appétits gloutons des politiciens, alors c'est là la constitution que nous voulons. Mais déjà, avec cette constitution, vous savez combien le régime parlementaire nous a causé du tort, des problèmes. À la première république, entre Kasavubu et Lumumba, mais c'est la même chose. Lumumba avait estimé que c'est lui qui avait la légitimité pour pouvoir engager la nation, alors que Kasavubu était élu, n'est-ce pas, au second degré. Il n'était pas élu au suffrage direct. Alors c'est lui, Lumumba, qui avait la légitimité. Donc il n'a pas voulu écouter Kasavubu. Et Kasavubu aussi s'est appuyé sur les dispositions de la Constitution qui lui permettaient de mettre fin aux fonctions du Premier ministre. Mais ces dispositions, aujourd'hui, nous n'en avons plus. Le président de la République nomme le Premier ministre, il a les pieds et les mains liés pour le faire
et ne le faire qu'au sein de la majorité parlementaire. Alors que le Premier ministre, lui, une fois élu, ne peut quitter ses fonctions que sur sa démission ou d'autres cas, bien sûr, mais pas sur l'initiative du chef de l'État, pas du tout. Le chef de l'État n'a pas cette initiative. S'il peut avoir cette initiative, là, c'est sur le plan tout simplement politique, en exerçant des pressions politiques. Et c'est ce que le président Tshisekedi avait fait avec Ilunga Ilunkamba. Parce que Ilunkamba avait senti que s'il s'entêtait, il allait être visé par une motion de censure ou de défiance. Et c'est ainsi qu'il avait été obligé de démissionner. Donc ça, ce sont des pressions politiques qui n'ont rien de juridique. Mais sur le plan juridique, le chef de l'État, une fois désigné le Premier ministre, n'a plus la possibilité de le démettre. Donc ça, je crois que c'est tout à fait clair. Alors, si vous allez dans d'autres domaines, vous allez dans le domaine de la justice, par exemple, le chef de l'État a également ce que nous appelons la compétence liée. Il nomme les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et le Conseil supérieur de la magistrature, généralement pour les recrutements au bas de l'échelle, organise les tests d'admission. Ce n'est pas le chef de l'État qui gère ce test d'admission, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui organise le test, qui retient les candidats à la nomination et qui propose maintenant les magistrats à la nomination. Et le chef de l'État ne fait qu'entériner la décision du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, à ce moment-là, ce ne sont pas des gens qui viennent du chef de l'État. Je vous ai donné l'exemple de la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État ne nomme pas sa guise. Il n'y a que quelques membres, je crois 3, qui viennent de sa propre initiative. Mais les 2 autres, les 6 autres, ils viennent du Conseil supérieur de la magistrature et du Parlement. Et quand ça vient du Parlement, ce n'est pas le chef de l'État. Quand c'est le Conseil supérieur de la magistrature, ce n'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État a une compétence liée. Donc, c'est une compétence conséquence d'un autre acte, l'acte de désignation et de proposition. On lui fait la proposition et lui entérine cette proposition-là. Et pour ce qui est de la justice, vous savez qu'il y a la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ce n'est pas au président d'interférer dans le pouvoir judiciaire. Il n'intervient que dans certaines matières. Par exemple, lorsque une personne est condamnée et qu'il faille lui accorder la grâce, là, le chef de l'État lui accorde la grâce. Ou bien, il peut commuer la peine, c'est-à-dire changer une peine par une autre. La peine de mort, par exemple, il peut dire au lieu que la personne soit exécutée, je change cette peine-là, je la commue en servitude pénale à temps ou à perpétuité. Donc, là, c'est son pouvoir, mais ce n'est pas lui qui juge. Donc, lorsque la justice est mal rendue, ne faites pas du chef de l'État responsable de ça. Lorsque le gouvernement n'arrive pas à donner des moyens, n'est-ce pas? Ne faites pas du chef de l'État responsable. Parce que l'article 91 de la Constitution, en son alinéa 2, dit que le gouvernement conduit la politique de la nation. Et il dit la défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Vous voyez que le gouvernement est distinct du président de la République. Le président de la République a la défense, la sécurité et les affaires étrangères en commun en collaboration avec le gouvernement. Mais supposez que ce ne soit pas
un gouvernement sans obédience, il y aura toujours des problèmes. Le gouvernement dispose de l'administration publique, des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions des articles 90, 100, 146 et 147 de la Constitution. Donc, ce n'est pas le président de la République qui est responsable, c'est le gouvernement. Parce que c'est lui qui gère, c'est lui qui a à faire, qui a le devoir de la redevabilité. Donc, ce n'est pas le président de la République, s'il vous plaît. Donc, je crois que c'est tout à fait simple. J'aimerais. Et allons à l'article 90. Le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres, des vice-ministres et le cas échéant des vice-premiers ministres, des ministres d'État et des ministres délégués. Il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Parce qu'on nous dit, mais c'est le président de la République qui dirige les conseils des ministres. Diriger le conseil des ministres, ce n'est pas diriger le gouvernement. Au conseil des ministres, on prend des orientations. Mais pour ce qui est de l'action, de la gestion quotidienne, c'est le Premier ministre qui dirige le gouvernement. En cas de son empêchement, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. Donc, ce n'est pas, s'il vous plaît, encore une fois, retenons-le une fois pour toutes, ce n'est pas le chef de l'État qui est le chef du gouvernement. Lui est chef de l'État, il n'est pas chef du gouvernement. Donc, la responsabilité du gouvernement doit être intacte. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de constater? Et c'est là où je vais en finir. Lorsqu'il y a un problème, lorsque les routes ne sont pas construites, lorsque les salaires ne sont pas payés, vous voyez que tout retombe sur la tête du président de la République et non sur la tête du Premier ministre. On a posé cette question-là au professeur Mampouya, qui a dit que la population est en train d'agir ainsi parce qu'elle ne connaît pas la Constitution. Ah bon? Le peuple ne connaît pas sa propre Constitution. Et pourtant, on nous chante tous les jours que le peuple s'est approprié cette Constitution. Mais appropriez-vous, chers messieurs, de ce que vous connaissez. Vous ne connaissez pas la Constitution. Comment vous en êtes approprié? Mais cela me suggère une autre pensée. Pourquoi faire du chef de l'État responsable là où la Constitution dit que c'est le Premier ministre qui est responsable? N'est-ce pas pour nous dire que dans notre mental, c'est le chef qui devrait être responsable, le chef de l'État? N'est-ce pas pour dire que la volonté réelle du peuple, c'est que ce soit le chef de l'État qui soit responsable de la gestion de l'État et non le Premier ministre? Parce que la Constitution donne le pouvoir au Premier ministre et à son gouvernement, mais on fait du chef de l'État responsable de ce dont la Constitution a rendu plutôt d'autres personnes responsables. Pourquoi faire du chef de l'État responsable de cela? Pourquoi le sanctionner des actes dont il n'a pas la moindre responsabilité? C'est pour cela que je pose la question, en définitive, savoir est-ce que ce régime est finalement adapté? Donc, chères dames et messieurs, je vous invite à cette réflexion et je m'arrête par là en vous demandant, comme d'habitude, de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo parce que je crois qu'elle sera intéressante pour chacun de vous qui va la suivre et aussi de la partager. En attendant, bonjour chez vous et bonne journée.